premier jour, moi j'arrive à l'atelier, que 21 ans, il me regarde. En fait, les ateliers de confection, c'est vraiment un peu les vieux de la vieille, quoi. C'est moyenne d'âge 55 ans. Ils savent pas ce que c'est qu'une culotte menstruelle. Alors un tanga, c'est quoi un tanga déjà? En fait, ils m'ont dit, ok, t'as des dessins? Bah non. T'as t'as des tissus? Bah non. Tu sais quel tissu il faut? Non. Ok. T'as de l'argent? Non. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Papa Maman, j'ai tout explosé. J'ai eu l'occasion d'échanger pendant 1 heure avec Robin et Willow, les cofondateurs de la DNVB Malucette. Alors Malucette, c'est cette marque qui a pour ambition de révolutionner l'expérience des règles, avec notamment des tangas menstruels ou encore des maillots de bain menstruels. Le postulat de départ, c'est tout simplement de réaliser de la lingerie menstruelle cool et stylée. Dans cet épisode convivial d'1 heure, on a échangé autour des problématiques de lancement, tester son marché avant même d'avoir un produit. Comment est-ce qu'on fait quand on a un crowdfunding qui cartonne? Comment est-ce qu'on trouve les bonnes usines? Comment est-ce qu'on arrive à se développer en ligne avec un budget marketing faible? Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à avoir un branding aussi percutant que celui de Malucette? Installe-toi confortablement, prends de quoi noter, et je te laisse sans plus tarder avec l'épisode. Je suis chaud de savoir comment on passe des bénistes à... Parce que j'ai pas eu le droit dans le van, en off, j'ai pas eu le droit d'avoir l'info. Alors Robin, l'histoire c'est que Robin, t'étais béniste avant, c'est ça? J'étais béniste avant, ouais. Alors, j'ai fait genre 8 ans de formation là-dedans. ok. J'ai fait genre 3 CAP dans le milieu du bois, après un bac pro, et puis j'ai commencé une licence, toujours dans l'ébénisterie. Mhm. Donc un métier vraiment, tu vois, artisanal. Ouais. Et après, confinement est arrivé, j'ai décroché scolairement, j'ai démissionné de l'école, petit mail... avec tout le monde en copie. Bonjour, merci. Ciao. Bonjour, Terminé. merci, ciao. Ok. En gros, c'est ça. Et du coup, après, on a commencé à discuter avec Willow. Ouais. Vous connaissiez d'avant? On est au collège ensemble. Ok. Ouais. Ok. C'est ça un peu votre histoire, vous étiez au collège ensemble? Ouais. On était au collège ensemble. On n'était pas forcément potes à cette époque-là, juste on n'avait pas le même âge, donc on se côtoyait pas. Et on s'est retrouvés à Paris 4-5 ans après. Et comme 2 Ariégeois qui se retrouvent à Paris, on s'est dit, tiens, t'es à Paris? Ouais, moi aussi. Du coup, on a commencé à se voir comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, alors comment c'est arrivé Malucette? Par où t'as commencé, Willow? En fait, c'était un constat hyper personnel. C'était pendant le premier confinement. Et donc moi, un jour, j'ai mes règles et je me dis, ok, en fait, les tampons, c'est hyper chiant, polluant, c'est toxique pour le corps. Faut le changer toutes les 3 heures. T'es tout le temps en train de checker si t'as pas... si ton tampon n'est pas en train de déborder, si ta serviette n'est pas en train de déborder et tout. Et donc là, je dis, ok, je veux plus porter ça. Donc je tape dans Google culotte menstruelle et je tombe que sur des grosses culottes noires, super basiques, que moi je trouvais moches et que j'avais pas envie de porter, dans lesquelles je sais que je me sentirais pas bien. Et donc là, je me dis, attends, c'est quand même dingue. À ce moment-là, c'était 2021. Et je me dis, attends, est-ce que je suis la seule folle à pas vouloir porter les grosses culottes? Ou est-ce qu'il y a d'autres femmes comme moi? Et donc là, je fais un petit sondage avec ma petite communauté sur Insta et je me rends compte que la moitié des femmes qui sont intéressées par la lingerie menstruelle préféraient quelque chose de plus joli, un peu plus moderne, qui ressemble à leur lingerie de tous les jours et tout. Ouais, pas un truc qui ressemble à une couche, quoi, finalement. Ouais. C'est un peu le problème. Après, les culottes basiques et tout, ça correspond totalement à plein de femmes, mais pas à 100%. Ok. Et donc là, justement, je me rends compte qu'il y a 50% d'un marché qui veut un produit qui n'existe pas. Donc là, il y a un besoin. Moi, je me dis, ok, il se passe un truc. Je me dis, il se passe un truc. Là, j'appelle Robin. Robin, on était devenus super proches, en fait. Et C'était marrant cet appel, c'était genre, moi j'étais dans ma semaine de soirée après le premier confinement, parce que du coup, quand tu coupes 2 mois, il faut rattraper le retard. J'étais à Toulouse pendant ma semaine de marathon. Et Willow m'appelle, on passe vraiment genre 3 heures au hôtel. Ok. Et elle me dit, elle me raconte déjà le constat qu'elle vient de raconter, tu vois. Et moi, pas du tout sensibilisé au sujet des règles, tu vois, à ce moment-là. Hyper curieux, je me dis, putain, c'est fou quand même. Moi, j'ai 3 frères à la base. J'ai toujours 3 frères. Toujours. Et t'étais ébéniste. J'étais ébéniste, voilà. Et du coup, dans ma jeunesse, j'ai jamais été vraiment sensibilisé à ce sujet-là, tu vois. C'était pas du tout dans mon quotidien. Et du coup, Willow me raconte, tu vois, le quotidien des femmes et de leur cycle menstruel, et comment elle vit, et les produits aujourd'hui qu'elle a. Du coup, vraiment, on parle pendant 3 heures, on me raconte vraiment tout en détail ces anecdotes de règles, etc. Du coup,
Et du coup, là, on se rend compte, on fait le constat au hôtel qu'il n'y a aucune marque qui s'est vraiment posée sur ce sujet-là et qui s'est donné comme mission de révolutionner l'expérience que les gens avaient avec les règles. Et du coup, parti de là, on s'est dit, vas-y, on va essayer de faire un premier produit qui fonctionne sur toi. T'as direct été in. Ouais, Ok, je ouais. suis. Mais moi, à ce moment-là, je venais de quitter l'école. J'étais in pour tous les projets, tu vois. Donc, en parallèle, j'étais en train de monter un studio de design produit avec 3 potes à moi. Du coup, Malucette est arrivé et je faisais de la gestion de projet chez un souffleur de verre sur Paris, tu vois. Donc, du coup, j'étais un peu sur 3 plans en même temps. Et du coup, je lançais vraiment, tu vois, les hameçons partout. J'étais aussi en train de monter au tout début, en train de monter une marque de ski avec un gars d'Ariège de la montagne, quoi, un pote d'enfance. Et du coup, voilà, j'ai vraiment mis mes cartes partout. Et après, Malucette a vraiment décollé. Et du coup, j'ai dit aux autres, bon, les gars, ciao. Ciao, j'ai trouvé mon truc. Quoi. C'est bon. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, tu suis le projet tête baissée, vous faites le crowd et ça part. Quoi. Alors, au début, c'était même pas un projet, c'était vraiment un truc pour le kiff, quoi. Ouais, en fait, au début, on s'est dit, ok, il faut que ce produit existe. C'est surtout ça la mission. Okay. On s'est dit, ok, en fait, il y a un gros problème. Les femmes, c'est quand même moitié de la population, ok. On leur règle pendant 1 semaine par mois, donc c'est 1/4 de leur temps. C'est important. Les règles, c'est quand même 1 semaine pour cette moitié de la population. C'est une semaine qui est c'est souvent la semaine noire, quoi. Quand on sait qu'on va avoir ces règles, on sait qu'on va avoir mal au ventre, qu'on va être fatigué, qu'on va avoir mal à la tête, parce que souvent il y a de la déshydratation, il y a des SPM, il y a plein de choses qui se passent. Et en plus, il n'y a aucune vraie solution en termes d'absorption du flux menstruel qui permet au moins d'être safe là-dessus. Ouais, donc là, tu arrives sur un marché qui n'est pas du tout... Il n'y a pas de réponse qui tient la route et tu t'es dit... Ouais, exactement. Donc en fait, on était en mission en mode, faut que ça existe. En fait, il n'y avait pas de réponse sur la partie de la population qui veut un truc sympa, qui reste quand même beau à porter, sexy. Tu as envie de le porter, quoi. Tu as envie de le porter, ce truc-là, c'est limite, à la fin, tu as envie d'avoir tes règles. Ouais, ça, ouais. Okay. Comment tu le vis, Robin, finalement, de ne pas avoir tes règles? Je suis le plus grand frustré de cette boîte. Toute la journée, je m'acharne sur le développement de Malucette et au final, je peux même pas Tu peux même pas en profiter. l'utiliser. Parce que c'est cool d'avoir une vision masculine en plus dans le projet. Ça apporte un truc? Moi, j'adore Robin. C'est surtout ça, en fait. Ok. Et du coup, c'est ça qui fait que ça a matché tout de suite entre vous. En fait, la vraie histoire, c'est que Robin, t'as parlé que de tes études. Ouais. Mais le vrai truc intéressant, c'est que t'as fait comme un mort pendant 10 ans de ta vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fait des concours en ébénisterie, il a gagné tous les concours qu'il a fait. Il a été champion de France, et ensuite il est allé au mondial qui était en donc Russie. t'as lâché un projet qui quand même t'étais talentueux. Ouais, parce qu'en fait c'est comme les JO, mais pour les métiers. Et donc, du coup, tu as à peu près 60 métiers qui s'affrontent comme aux JO, mais tu vois, tu as coiffeur, cuisinier, etc. Ça s'appelle WorldSkills. Et du coup, tu as niveau régional, national et international, tu vois. Okay. Et moi, quand je suis arrivé là-dedans, ébénisterie, tiens, tu te débrouilles bien, vas-y, fais ça. Je me suis inscrit et je suis tracé, tu vois. Ok. Et du coup, tu t'es dit, j'arrête tout ça et je me lance dans le truc. Non, mais surtout, moi, Robin, pendant notre amitié, où on était tous les deux à Paris, tous les deux un peu dans nos projets respectifs et tout, moi, Robin, je l'ai vu bosser comme un mort. Il contactait plus sa famille, plus d'amis, pas de copines. En fait, il avait plus rien. Et je le voyais juste, mais passionné par le travail, quoi. Et en fait, il me passionnait parce que moi, je suis complètement incapable de faire ça. et en fait, les seuls moments qu'il prenait un peu en off pour se sociabiliser, c'est un petit déj qu'on se faisait peut-être 1 fois par semaine dans mon appart. C'était le matin, c'était avant de commencer la journée. 7h. Ah ouais, plus tôt. On se donnait rendez-vous, on se faisait un petit déj et après, hop, on partait chacun dans notre truc. Donc vous étiez vraiment potes avant d'entreprendre ensemble. Ouais, exactement. On était potes, proches. On avait un peu la même enfance parce qu'on vient du même endroit, perdu dans les montagnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à n'importe quelle problématique, décision importante, etc., on a quand même un peu les mêmes instincts
de quoi faire. Et donc, on est d'accord sur les solutions. C'est un avantage d'avoir été pote avant d'être associé. Nous, on a plein d'histoires de gens qui étaient potes et au moment où ils se sont associés, c'était la galère. On a plein. Mais nous, ça fonctionne. Donc, on est contents. Je pense que le truc qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on a les mêmes bases. On a eu un peu la même enfance très simple. On a grandi dans une vallée paumée au milieu des Pyrénées. Willow était fille d'hippie, moi j'étais fils d'agriculteur, tu vois, donc on a vraiment eu des enfances très simples, très terre à terre, quoi. Et du coup, on a ce socle-là où tu vois, on se comprend, tu vois. Ouais, vous avez les mêmes valeurs finalement. Donc c'est comme ça que hyper intéressant. Et du coup, pour suivre le fil de cette histoire, il y a un marché, il y a un besoin, personne n'est là pour y répondre. Comment on se lance à cette époque, vous avez quel âge? Vous êtes jeune à cette époque-là? Ouais, on était super jeunes. 22-23. 22-23. Ouais. Et là, il faut lancer une marque, il faut faire des protos. Comment vous faites? Il faut de l'argent. Comment vous faites tout ça? Pas d'argent. Pas de fric. Zéro. Vraiment, on a zéro. Enfin, nos darons, ils ont zéro. On avait des tafs qui nous rapportaient pas 4 000 par mois. On avait des tafs alimentaires. On se faisait quoi, 2000, 2005 par mois, quoi, quelque chose comme ça. Mais en fait, on n'avait pas d'argent pour lancer le projet, mais on savait qu'il fallait que ça existe. Donc on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on fait que ça existe et parce qu'en fait, on avait une obsession, c'était de confronter le marché pour éviter de créer une société, avoir une adresse, avoir un comptable, avoir un truc. Il y a un projet qui marche pas. Faire un développement produit pendant 1 an et demi. Financer aller à la banque, financer la prod, et t'arrives sur le marché 2 ans plus tard et tu dis ça y est, et là personne n'achète. Et là il n'y a plus personne. Et ça marche pas. L'enfer. Donc en fait on avait une obsession, c'était confronter le marché le plus rapidement possible et donc vendre en fait. Tout simplement. On a cuté tout ce qu'il vient d'énumérer, on l'a cuté. On a vendu d'abord, tu vois. Et après, on a créé ce qu'il fallait. Voilà. Donc, on a vendu. C'est la meilleure façon de faire un fonds de roulement. Et donc là, on a vu qu'en fait, le marché prenait parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on n'a pas fait de com. En plus, on était nuls. Donc, tu vois, vraiment, on a vraiment rien fait. Et là, en fait, sur 1 mois de campagne Ulule, il y a eu 10 000 € de chiffre d'affaires généré. Et en fait, nous, on n'est pas connus. Le projet, il sort de nulle part. Donc, c'est vraiment des gens qui se sont perdus sur Google et qui ont mis leur carte bancaire pour acheter des tangas mensuels. Donc là, au bout de 30 jours, on s'est dit, OK, en fait, il se passe un truc. Donc là, on s'est dit, on va ouvrir un compte en banque, on va créer une boîte. Donc, vous avez créé la boîte après la campagne? Ah, mais largement après. On a ouvert le site e-commerce. On a continué à vendre sur le site e-commerce. Une fois qu'on avait plafonné nos micros, on a parlé avec un comptable. Le comptable nous a dit, bon là, va falloir quand même créer une structure pour ça. SAS? C'est quoi SAS? Google? Ok, SAS, ça me paraît bien. Et là, on a créé la SAS à ce moment-là, quoi. Donc c'est venu bien après tout ça, quoi. Donc il y avait déjà quand même le marché était prouvé, quoi. Ça n'avait pas été fait pour rien, quoi. La SAS, on l'a créé, on faisait 40 000 de CA par mois, tu vois. Ah ouais, ok. Ça arrivait vraiment tard. Vraiment tard, ouais. Ah ouais, ok. Incroyable. Est-ce que si demain c'était à refaire, vous ferez la même chose? Genre, on lance un produit, on voit, après, on voit comment ça se passe? Oui, clairement. Est-ce que les retours de votre communauté, c'est ça qui a défini votre produit? Puisque finalement, vous avez lancé une idée, en gros, genre un projet, on va faire des culottes menstruelles, mais qui sont sympas, des tangas, on va faire des trucs qu'on a envie de porter. Mais en vrai, on sait juste ça et on sait pas encore exactement comment on va le faire, de quelle façon. Et finalement, c'est votre communauté qui vous a aidé là-dedans. Ouais, exactement. Pas mal, ouais. On a fait depuis le tout début, on a fait en sorte d'avoir des réponses à des sondages, d'avoir toutes ces choses-là. On a, en gros, la première couleur, on a demandé quelle couleur vous voulez, quelle forme vous voulez, etc. Donc en fait, on a su quel produit sortir en fonction des réponses qu'on avait eues sur Internet, sur Instagram et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque étape, en fait, on se demande pas spécialement ce que nous, on veut, mais plutôt ce que le marché veut. Ouais. Et c'est ce qui est important. Il y a plein de marques qui se plantent parce qu'elles arrivent avec un produit qu'elles ont pensé elles-mêmes, mais elles n'ont pas le retour du marché. Souvent, des fois, on commence à faire cette erreur-là. Et en brainstorm direct, non, là stop, on se fait trop plaisir, c'est trop un kiff perso. Et on sonde avec la communauté. Est-ce qu'un kiff perso peut pas devenir quand même un best-seller?
Si, ouais, mais il faut faire. Vous avez le cas jongler. Tous vos produits sont quand même inspirés de sondages. Tout est co-créé. Ouais, Tout est co-créé. Tout est co-créé, mais attention, on a quand même réussi à avoir cette identité de marque qui fait qu'on sort des choses qui nous correspondent. On les guide en même temps. Ouais. On donne le choix aux gens, mais on leur propose quand même à la base, tu vois, des choix simples. Des trucs qui vous correspondent à vous. Ouais. Vous hésitez entre plusieurs idées. Ouais. Vous les confrontez avec votre communauté et c'est elle finalement qui choisit ses propres produits. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que toute la team Malucette, on a toute une team qui est hyper jeune. Je pense que la moyenne d'âge, c'est peut-être 23 ans. Et en fait, tout le monde, on est typiquement la cible. Donc en fait, tout ce qu'on sort, c'est très, très instinctif pour nous. Ouais, c'est vraiment, vu qu'on est la cliente, on sait. Ça va de soi. Voilà. Ouais. Et toute la com, toutes les punchlines, tous les trucs qu'on sort, en fait, vu qu'on est la cible, c'est vraiment super instinctif pour nous. C'est la plus grosse dinguerie qu'on va sortir, tu vois. Quand on cherche une phrase un peu punch, vas-y, on rigole, on balance 2-3 phrases et boum, ça part, quoi. Ouais. Comme la phrase sur le packaging retail. Ouais. Je te laisse nous la lire. Sorry. Plus de place pour toi dans ma vie, mon boule à tout prix. Malucette. Ça vient d'un grand brainstorming au bureau. T'as ça pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez le voir sur la caméra juste là-bas. Et pour ceux qui sont pas sur YouTube, allez sur YouTube, tant pis pour vous. Attends, il n'y a pas une petite phrase là si. Quand tu ouvres la petite boîte, c'est une petite boîte pour le retail dans laquelle on met nos produits. Et quand tu ouvres la petite boîte, il y a écrit quoi? OMG avec 4G. T'as osé ouvrir avec un point d'interrogation et bisous cœur. Magnifique. C'est ça qui fait l'identité Malucette. C'est aussi ce côté décalé et on se prend pas trop au sérieux. Exactement. Tu viens du coup de parler de retail. On va y arriver, mais rapidement avant d'arriver au retail. Donc aujourd'hui, vous vendiez que sur Internet. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Pourquoi vous n'êtes pas parti sur du B2B directement? Quelle était en fait la réflexion derrière ce choix en fait, de vendre que sur votre site Internet? Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est rapide à mettre en place. Ouais, c'est hyper rapide. On peut faire de la précommande. Il y a vraiment très très peu de barrières à l'entrée. Tu gères tout, quoi. Vous avez fait votre premier site vous-même? Ouais. Ok. Exactement. Okay. Au début, franchement, on s'est dit d'abord on confronte le marché. Une fois qu'on a eu la fin de cette précommande, on s'est dit maintenant il faut faire la prod. Donc mais comment on fait une prod? Super. Il faut du tissu en fait. Il faut un atelier de confection, il faut tout ça. Et donc nous, on a aucune compétence particulière pour quoi que ce soit. Robin, l'ébénisterie, oui. Mais à part ça... J'ai côtoyé les ateliers, tu vois, j'ai grandi, grandi dans les ateliers, moi, en tant qu'ébéniste, tu vois. Donc, j'avais... J'étais à l'aise, tu vois, à parler avec les chefs d'atelier, etc. Donc, c'était un peu mon milieu. Donc, du coup, quand on a dû sourcer les ateliers, etc., j'ai assez rapidement pris le sujet en main, tu vois. Mais au début, c'était Google. On tape atelier de confection. On ouvre les 30 premiers liens de Google, donc vraiment le truc, on les appelle tous. Et donc on commence à comprendre un peu comment l'industrie fonctionne, quels sont les minimums de prod, quels sont les prix, quels sont un peu le fonctionnement et tout. Au bout de 30 appels, tu commences à comprendre. Après, tissu, pareil. Et en fait, à chaque étape de Malucette, c'est Google, c'est les tutos YouTube, c'est les trucs. Et en fait, les gens croient que c'est compliqué d'entreprendre, mais c'est juste, en fait, c'est des heures de travail et c'est juste Google, quoi. Ouais, en fait, tu fais ton truc et t'apprends sur le tas et tu vois comment ça se passe. Ouais, exactement. Comment ça se passe pour vos premiers protos? Vous appelez des usines, il faut payer les protos. Là, à ce moment-là, vous avez fini le crowdfunding, du coup, et il faut produire, quoi. Ouais, il faut produire. Donc, du coup, on s'est pointé avec Avant le crowdfunding, on avait fait une mini-prod qu'on avait prototypé nous-mêmes, qu'on avait testé, etc., sur un petit panel de bêta-testeuses. À la suite de ça, on ne pouvait plus faire la prod nous-mêmes. Tu vois, 600 pièces, tu ne les fais pas toi-même. Donc là, tu vas avoir des usines qui sont spécialisées dans le textile et dans le prêt-à-porter, dans la corsetterie. Et du coup, tu arrives avec ton proto, tu dis, il nous faut ça, fois tant. On vous prend au sérieux avec 600 pièces? Ah oui. On a eu de la chance, pas de problème particulier. On a eu vraiment de la chance avec notre premier atelier. C'est le premier atelier que vous avez vu? Ouais. En fait, j'ai un peu appelé, benchmarké et tout, mais le premier que j'ai rencontré, c'est avec eux qu'on a bossé. Ok, et vous bossez toujours avec?
Non, on bosse plus avec. D'accord. Non. C'est quoi qui a fait que... Enfin, pourquoi vous avez de la chance? En fait, c'était dingue parce que au début, donc on a eu besoin de développer un prototype. Et donc, en gros, parce que Robin, il bossait partie J'avais du encore temps. un plein temps et un autre projet à côté, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment sur le side. Même quand ça a pris après 600 pièces, tu t'es dit... Okay. C'est quand on a commencé à recruter que j'ai dit à mon boss, j'ai créé une SAS, là je commence à recruter, donc je vais devoir partir, toi. Donc, toi aussi, pareil, Willow était mannequin avant. Pareil, elle avait ses projets. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir... En fait, le mannequinat, c'est trop bien parce qu'il suffit d'y aller un jour. Et finalement, ça te paye ton mois, quoi. Tu te fais vite à 800 000 balles par jour, quoi. Okay. Donc ça, c'était trop bien. Mais j'ai continué pendant plusieurs mois. Et là, aujourd'hui, je C'était 100% Malucette. Vous deux, vous êtes 100% sur Malucette. Ok. Donc vous avez eu votre premier fournisseur pour la prod. Ouais, c'est ça. Et donc, le premier jour, moi, j'arrive à l'atelier, donc 21 ans. Il me regarde. En fait, les ateliers de confection, c'est vraiment un peu les vieux de la vieille, quoi. C'est moyenne d'âge 55 ans. Ils savent pas ce que c'est qu'une culotte menstruelle. Alors, un tanga, c'est quoi un tanga déjà? Et puis, c'est quoi? En fait, ils m'ont dit, ok, t'as des dessins? Bah non. T'as des tissus? Bah non. Tu sais quel tissu il faut? Non. Ok. T'as de l'argent? Non. et donc, ok, ils prennent le rendez-vous quand même et tout. Et en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par... En fait, le mannequinat, ça a été une formation incroyable pour moi parce que j'ai appris tout ce qui était com, DA, un peu sensibilité visuelle et tout. Moi, j'ai adoré toutes ces années-là parce que pour moi, c'était incroyable. T'es dans les coulisses de toutes les marques, tu vois. Ouais. Un jour, t'es pour une telle marque, l'autre jour, t'es chez un coiffeur, etc. Ça travaille ton œil. Et donc, moi, j'ai toujours été passionnée par la pub, la com, l'image, la DA et tout. Et donc, quand je leur ai dit que moi, mon truc, en fait, c'était la com, ils m'ont dit « Ok, on va bosser avec toi. » Parce qu'en fait, ils savent que les gens qui sont complètement incompétents sur le produit, c'est pas grave tant qu'ils vendent. Ouais, parce que bon, après, eux, ils savent le faire finalement, le produit. Voilà. Tu leur dis, fais-moi un truc comme ça. Après, s'ils arrivent à le faire, toi, t'arrives à le vendre, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est leur rôle de t'accompagner aussi. C'est eux qui ont l'expertise. Ouais, et franchement... Cet atelier, il est où d'ailleurs, le premier? Je te coupe. Il est à Troyes, à la ville de Troyes. À Troyes? Oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est 100% made in France. Jusqu'à toute la première année, Toute la première année était 100% made in France. Dans cet atelier, Ok. On pourra vous raconter un peu toutes les galères qu'on a eues après. Ouais, bien sûr. C'est intéressant. Ouais, on a dû changer, mais cet atelier, on sera toujours hyper redevable parce qu'ils nous ont accompagnés alors qu'ils n'avaient aucune promesse derrière et tout. Au début, ils ont dû passer 40 heures à faire des rendez-vous avec moi, à développer les prototypes. Donc, pour eux, c'est du temps d'employé, c'est du temps de rendez-vous. C'était leur tissu. Donc, tout ça, et ils ont développé ça avec nous en se disant peut-être que le projet... ils savaient pas, quoi. Ouais, peut-être que ça va cartonner et peut-être que ça sera génial. Quoi. Ouais, exactement. Et en fait, derrière, je sais pas combien on leur a passé de thunes, mais je pense qu'ils ont pas 300 000 balles. Pas regretté. Ouais, c'était un bon invest. On a fait presque 15% de leur CA, du coup, la première année qu'on est arrivé chez eux. Ok, ah oui, énorme. Vous deveniez rapidement un gros client. Carrément. Et donc, pourquoi changer? Parce que déjà, ils n'assumaient plus les volumes. Et donc, du coup, quand on faisait des commandes au tout début, les petites commandes de 600 pièces, ils nous les sortaient un mois après, un mois, 6 semaines après. Et après, quand les commandes sont arrivées à 10, 15 000 pièces, là, c'était compliqué, les délais, quoi. Donc, et ils ne pouvaient pas nous baisser le prix sur le volume. Ouais. Donc, non, ils ne nous baissaient pas le prix du tout. Pas du tout, pas de négo. Une prod à 600 était le même prix qu'une prod à 15 000 pièces, tu vois. Okay. Donc là, nous, quand on a commencé à vraiment poser les chiffres, à gérer la croissance et à vraiment être au centime près partout, on s'est dit, voilà, ça va être compliqué de faire des volumes au prix auquel ils nous le font. Et du coup, on a dû délocaliser. On a cherché un atelier du coup au Portugal, parce qu'on sait qu'au Portugal, il y a un bon vivier d'ateliers de confection qui sont très compétents et qui peuvent assumer les volumes. Et du coup, on a trouvé un bel atelier là, il y a plus de 4-5 mois.
qui nous accompagne depuis ce temps-là. Et ça se passe bien, il livre vite. Et du coup, j'imagine que vous gagnez aussi en marge, forcément. Ouais, de fou. Ça divise à peu près par 2,8 le prix du produit. Ouais, c'est pas rien. Donc finalement, c'est qui donc, j'imagine qu'au début, comme souvent dans ce genre de boîte, quand on vend des produits, on ne suit pas trop la marge tout de suite. On se dit, bon, le but, ça va être de lancer le truc, on voit si ça marche, et après, on essaiera d'optimiser les coûts. Exactement. C'est lequel de vous deux qui s'occupe de cette partie chez vous? Mais tous les deux, on n'est pas hyper forts en chiffres. Ok. Donc, à un moment, on dit, OK, là, il y a le sujet, on va le traiter tous les deux, on va passer un week-end dessus, poser tous les tableaux Excel, etc., prendre les décisions à deux, OK, où est-ce qu'on cut, où est-ce qu'on met de l'argent, tu vois. Donc, on le pilote ça à deux, quoi. Non, mais depuis le début, en fait, on est tout le temps confronté à ça. Enfin, par exemple, quand on a rencontré notre banquière, elle nous a dit, mais il faut un business plan, les gars. Ah bon? Bon, bah, du coup, on s'est dit, on a tapé dans Google Business Plan, comment on fait? On revient en base, finalement. On revient en base. Comptable, pareil. Et ensuite, il a fallu, enfin, bref, à chaque fois, les gens nous disent, mais vous faites comment pour vos chiffres? Je sais pas, on vend et après on voit, quoi. Mais regardez, si c'est vert, et on avance pas. On sort pas d'école de commerce, hein, toi. Au début, quand vous nous demandez au début, alors, c'était quoi un peu les objectifs, etc. Au début, on voulait pas monter de boîte. Enfin, en tout cas, on ne s'imaginait pas du tout monter une boîte, recruter des gens, conquérir le marché comme ça, tu vois. C'était juste pour le kiff. Et puis après, du coup, tu gères les problèmes au quotidien, tu vois. Ça serait un problème quand ça serait un problème, tu vois. Comment on peut monter une boîte sans savoir faire de compta, de finance, et avoir fait une école de commerce. Non, c'est juste d'avoir de la volonté et Google sur son téléphone, en fait. Ah non, mais le taux d'incompétence qu'il y a chez Malucette, c'est élevé. Mais ça marche. Ça fonctionne. Du coup, on n'est pas vraiment bon dans chaque sujet, mais on est tu vois, assez polyvalent. On n'a pas peur de se retrousser les manches et creuser un sujet et le résoudre, tu vois. Quand t'as un problème, le résoudre. C'est ça qui fait notre force. On est très réactif. On n'a pas peur de se retrousser les manches pour refaire tous les bureaux, tous les travaux des bureaux, par exemple. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui ont vu le vlog avant, tous les travaux, c'est Robin qui s'y est collé. Exactement. Ouais. Donc, avec le petit frère Willow qui est venu me filer un bon coup de main. Parce qu'au début, du coup, pareil, enfin, je sais pas si je prends un peu d'avance, mais petite anecdote. On bouge du coup, au début, on avait nos locaux à 3. Ouais. On a bougé à Paris pour faire grossir la team et pouvoir côtoyer d'autres boîtes qui sont dans le même milieu que nous, tu vois, d'autres DNVB. Et du coup, il nous faut des bureaux. On trouve des bureaux. Premier bureau, on les visite. Putain, c'est nickel, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Je me retrouve là-bas. C'était en décembre 2021. 18h, il fait déjà nuit. J'appelle 2-3 artisans du BTP, tu vois. Ouais, je suis dispo dans 3 mois, machin, pour te faire ton truc et tout. Du coup, je fais je raccroche. Et puis là, je suis dans le noir. J'allume le flash de mon téléphone et je commence à mettre des grands coups de pied dans l'ancienne cuisine, commencer à tomber les panneaux et tout ça. S'il y a un mur, faire tomber le mur. En 2 heures, j'ai fait un taf de ouf. Et je me dis, en fait, vas-y, je vais le faire, tu vois. Ça va me prendre 2-3 semaines et puis. Terminé. Terminé, quoi. Et au final, ça a pris combien de temps? 4 semaines. 4 semaines. 4 semaines. Putain, vous avez bien bossé. Hein. Ouais. Vous avez très, très bien bossé. Tomber les murs, sortir les gravats, plaques de placo, peinture. Parquet, etc. Heureusement que c'était déjà assez manuel pour faire ce genre de truc et t'en sortir, quoi. Non, mais histoire incroyable. Et du coup, effectivement, changement de bureau, changement d'ambiance, changement de dimension aussi. Vous aviez du coup pas d'employés sur 3, j'imagine. Du coup, vous aviez des employés qui vous ont rejoint, qui sont restés là-bas. Comment ça s'est passé? Du coup, on est à 3, on veut recruter. Donc du coup, on recrute 2 Parisiennes, donc Laure et Athénaïs. Laure qui vient sur place, qui prend un appartement sur place. Athénaïs qui reste en télétravail. Eva, la 3e, qui est sur 3 et qui est troyenne. Donc du coup, on se retrouve avec une team à moitié en remote et à moitié là physiquement. Le remote vous fait pas peur à ce stade? Vous êtes une jeune boîte? Ça vous dérange pas? Ça fait partie de la culture. Ouais, c'est un peu le dernier de nos soucis, tu vois, à ce moment-là. Tu vois. On savait pas. On savait pas. Ok. Ok, viens chez nous, tu veux rester chez toi, chez toi. Tu fais comme tu veux, quoi. Débrouille-toi. Fais confiance, ça fait partie de la culture. Okay. Non, mais ce qu'on a fait, en fait, on savait pas. Hein, on savait pas que personne nous a expliqué comment recruter. C'était pas sur Google. Ouais, voilà. On n'a pas trouvé de tutos sur. Vous n'aviez pas de step d'entretien défini. C'était on fait un call et on voit comment ça se passe. Il faut que ça colle avec nous. Okay. Alors, depuis le début, en gros, on s'est dit, nous, on est incompétents pour les trucs. On n'a pas de spécificité, donc on va essayer de recruter des gens compétents dans ce qu'ils font, et vraiment super inspirés
très forts dans ce qu'ils font et avec qui, humainement, c'est incroyable. Ok. Et du coup, vous en êtes arrivé finalement à faire... Non, mais, et en fait, Malucette a une telle traction, mais dès le début, qu'on a recruté vraiment 3 talents hors du commun. 3 pépites direct. 3 pépites. Ouais. Les employés qu'on veut tous quand on commence une boîte. Ouais. Dingue. Il y en a une qu'on a débauchée de Petit Bateau, qui était styliste, modéliste là-bas. Que Willow a fait son quoi c'était? C'est un j'étais jury pour son école, son oral de fin d'année. Elle a rencontré là-bas, donc elle revient le soir, elle fait putain, j'ai rencontré notre futur styliste. Ah ouais. Et du coup, à cette époque-là, elle cherche pas de taf. Ah non, elle cherche pas de taf. Très bien. Comment ça se passe? Très bien chez Petit Bateau. Ouais. Elle faisait sa deuxième. Elle était partie pour sa deuxième. Je ne sais pas remercier. Merci. Merci Petit Bateau. Elle était partie pour une deuxième année chez eux, pour prendre un CDI chez eux, pourquoi tout ça, parce que elle kiffait quoi. Et moi, son oral, j'ai vu cette femme avec les étoiles dans les yeux, passionnée, hyper prise d'initiative, truc. J'ai eu un dessous de, tu vois, je l'ai kiffé quoi. Un coup de cœur. Ouais, je t'ai dit, c'est elle qu'il faut dans la boîte. Là, elle sort de la salle, je regarde mon co-jury, je lui dis, elle, c'est 20. Il me dit, oui, c'est 20, direct. Donc, moi, je sors de là, je sors mon LinkedIn, je l'ajoute. Elle répond pas pendant. En fait, j'appelle Robin, je dis, écoute, là, il s'est passé un truc, il nous la faut. Et Robin, il comprenait pas, il me dit, mais Willow, mais de quoi tu parles et tout, je comprends pas. Et donc, au bout de 3 heures, elle répond pas sur LinkedIn. Moi, ça commence à me. Tu vois, 3 heures. Attention. Trop long, 3 heures. Surtout qu'elle commençait chez nous le lendemain. Non, je déconne. Elle n'était pas encore au courant. Donc là, Robin, il comprenait pas en fait ma panique. Il me dit, mais Willow, mais arrête avec cette meuf. Mais appelle son école. Tu vois, il me dit comme ça, mais appelle son école. Trouve son donc, numéro. moi, j'appelle l'école. Je prends le numéro de l'école, j'appelle l'école, je dis bonjour. J'aimerais rentrer en contact avec Eva Gadebois, parce que c'est son nom. Et donc, il me donne son 06. Donc là, je l'appelle, je lui laisse un message vocal. Elle était en route pour ses vacances. Elle me rappelle le lendemain, fin d'entretien, et ça match tout de suite. C'est parti, quoi. Ça match direct, et là, elle te dit go, elle rentre de vacances, et c'est parti, quoi. Ouais. Direct. Exactement. Et du coup, là, les ateliers n'ont plus des vieux croquis pour commencer à faire le développement produit. Ils ont des vrais professionnels. Ils ont la des page. vrais dossiers techniques. Avec les trucs faits correctement pour pouvoir. Avec les vrais termes techniques écrits à côté. Le nom de la couture, tout. Magnifique. Tiens, c'est hyper bien d'arriver à dire je suis mauvais, il faut que je recrute quelqu'un de très bon. Ouais. Et en fait, vous cherchez que des très bons dans ce qu'ils font, quoi. En définitive. Finalement, là où vous êtes compétent, c'est de voir les talents de ces personnes-là, parce que c'est pas simple. Je veux dire, je pense que autant, même nous, chez Ben & Vic, que dans toutes les autres boîtes, on fait tous passer beaucoup d'entretiens. C'est toujours difficile, en assez peu de temps, finalement, de voir le talent de quelqu'un. Enfin, c'est pas facile à faire. Des fois, on se dit on peut louper des trucs sur quelqu'un. On loupe des trucs. Ouais, c'est clair. C'est clair, donc peut-être que finalement vous n'êtes pas compétent dans plein de choses, mais là-dedans peut-être que vous vous débrouillez très bien. Non, mais je pense que on a une sensibilité humaine, un peu, une intelligence émotionnelle qui fait que c'est ça en fait. Plus sur le feeling aussi, tu vois. On sent la personne. Je sais pas si c'est la meilleure manière de recruter, tu vois, mais on sent la personne. Il y en a qui te diront oui, il y en a qui te diront non. Oui. Ça dépend, t'en as avec un process hyper bien défini, t'en as c'est au feeling, c'est super bien pour eux. Je pense que ça dépend de ton milieu, du profil que tu recrutes. Forcément, un profil compétent, je veux dire, sur quelque chose qui demande peut-être 8 ans d'études, tu dois peut-être faire passer des cas pratiques plus que le feeling. Un médecin, tu le recrutes pas comme ça, c'est vrai. Pilote d'avion. C'est sorti de métro ou quoi? T'es médecin? Ouais, bon, c'est bon, allez. Ok, vas-y. Non, mais aussi, en fait, c'est surtout humain. À la base, c'est surtout humain. Les compétences, ça s'acquiert. Enfin, nous, on a tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, on l'a juste appris sur le tas. Avec du temps passé sur Google. Ouais, c'est ça. Et donc, on leur explique aussi à l'entrée qu'il y a plein de choses qu'ils savent pas faire et qu'ils vont devoir faire parce que on est une petite équipe et que tout est en lancement et qu'il y a besoin de tout faire. En fait, tout est à construire. Et donc, on leur dit, va falloir tout ce que tu sais pas, va falloir l'apprendre. Et on sait que quelqu'un qui est passionné, il peut apprendre n'importe quoi. Des gens proactifs que vous. Ouais, des gens autonomes, des gens proactifs qui vont finalement, il faut que je fasse ça, je sais pas le faire, je me débrouille pour apprendre et le faire finalement. Quoi. Vous avez fait le choix d'internaliser quel type de poste en premier? Là, vos premiers collaborateurs, ils font quoi?
Là, aujourd'hui, déjà, vous êtes combien exactement? On est 6. Et c'est quoi à peu près les missions de chacun? Il y a Eva qui est styliste, en charge du développement des futures collections. Il y a Athénaïs, du coup, elle qu'on a recruté sur LinkedIn, qui a fait un méga buzz avec son post Orange is the New Black. Genre 62 millions de likes, 2000 commentaires, un truc de ouf. Donc, elle, anecdote de fou aussi sur son recrutement. On arrive une semaine après la bataille de son post, tu vois. Il y a 2800 commentaires. On pose un commentaire. Hello, chez Malucette, il y a tout à faire. Si tu veux venir chez nous, la porte est ouverte. Quoi. Mais sachant qu'elle avait des offres d'alternance des plus grosses boîtes de France et tout. Ah ouais. Et en fait, pendant 7 jours, elle a répondu à personne. Elle attendait, en fait. Ouais, elle se faisait harceler parce que du coup, elle avait mis son 06. Elle pensait pas que ça allait prendre 7 ans. Ah ouais. Elle a mis son 06 sur son CV. Même encore maintenant, on reçoit des appels ou encore des likes de ce post-là. C'est un truc de fou. Là. Et du coup, elle vous choisit à vous? Ouais. Du coup, elle répond 10 minutes après sur le commentaire. Elle fait Hello, on se fait un visio, machin. Qu'à vous, du coup. Ouais. Donc, du coup, on fait un visio 1 heure après. On se pose avec elle. Et puis là, de toute façon, on a allumé le visio. On a vu son sourire. On a vu, tu vois, il y a une vibe qui est passée d'un coup. Ouais. Et on s'est dit, c'était déjà OK, tu vois. De notre côté, c'était déjà OK. De son côté, c'était OK aussi. En fait, limite, c'était genre, vas-y, du coup, concrètement, comment on fait pour que tu viennes bosser chez nous. Et du coup, on sort de là 1 heure après. Elle, grave contente, nous aussi, grave content. Vas-y, viens chez nous. Et du coup, elle a pris en charge toute la DA de Malucette, donc toute l'image que tu vois de Malucette. On lui a laissé carte blanche là-dessus. Et c'est elle qui a sorti, tu vois, toute cette nouvelle DA, ce petit logo là, Malucette, ces phrases un peu punch, de rose et jaune, qui est maintenant emblématique de Malucette, tu vois. Et du coup. Les autres postes. Ouais, les autres postes. Après, il y a eu candidature spontanée de Laure, qui était une graphiste. Pareil, gros talent, une passionnée du graphisme, qui bossait avec Athénaïs beaucoup, du coup, sur la DA et sur l'image de Malucette, quoi. Donc, vraiment 2 postes. Complémentaires là-dessus. Sur la com et sur la DA, quoi. Ok. La com, c'est un poste important parce que de ce que je comprends, Instagram, ça a été un gros vecteur de business pour vous. Vous n'avez pas peur de le déléguer? Bah non. Vous n'avez pas eu peur? Non. Filer le compte, c'était plutôt ta partie, quoi. Ouais. Ouais, en gros, avec Robin, on est un peu. Robin, il fait les backstage et moi, je fais stage. Ouais, on a coupé la boîte en 2. Tout ce qui est visible, c'est Willow. Tout ce qui est invisible, c'est moi. Ok. Robin, il fait tout ce qui est qualité produit, supply chain, machin, logistique et aussi logistique et tout ce qui est le parcours client post-achat. Donc, SAV, machin. C'est pas moi personnellement, mais du coup, c'est ma partie de la boîte. Partie à toi. Et du coup, on a chacun 2-3 personnes. C'est toi qui prends les décisions sur ça, quoi. Ouais, ça. Et moi, je fais. T'es l'homme de l'ombre. Ouais, c'est ça. Et moi, je fais tout ce qui est acquisition, site, com, shooting, DA, tous les trucs. Finalement, t'es passé un peu de l'autre côté de la barrière, là où t'étais mannequin. Du coup, maintenant, c'est toi qui organise tes shoots et tout. Ouais. Tu prends tes mannequins. Non, mais passion. Ouais. Trop cool. Moi, quand je suis arrivé, du coup, quand on a dû faire le premier shoot, moi, j'étais juste là pour. Mais elle a tout organisé, mais en 2-2, le shoot a roulé comme sur des roulettes. Et surtout qu'elle était mannequin avant, donc elle sait prendre soin des filles qu'on invite sur le shoot. Tu vois, est-ce que t'as froid, est-ce que t'as chaud, tu veux un truc à manger, etc. Il y avait toujours de la bouffe pour elle et tout. Donc ça, c'était vraiment top. Et puis surtout, pour lancer cette fameuse campagne Ulule, sans argent. Oui, du coup. Moi, j'ai contacté une des photographes qui bossait le mieux sur Paris et que j'adorais. J'ai contacté ma meilleure make-up, parce que moi, en tant que mannequin, c'était ma best. À chaque fois que je pouvais bosser avec elle, c'était incroyable. J'ai contacté des filles que je connaissais. Et en fait, on a eu un shoot pour 0. Ah ouais, d'accord. Donc tout le monde t'a fait confiance, tout le monde t'a dit OK, on te donne un coup de pouce. Bah ouais. Et t'as fait le shoot gratos. Bah ouais. Et un truc super beau, quoi. Énorme. Vous êtes parti avec rien, mais avec le réseau un petit peu quand même qui permet de sortir un truc sexy. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que du coup, on a eu accès à un studio de ouf. Tu vois. Vous avez eu un peu un coup de chance grâce à ton historique, à ton, en fait, à ton ancien taf, finalement, de pouvoir au moins faire ça. Et effectivement, bon, c'est clair que ça compte énormément dans la réussite d'avoir des photos qui tiennent la route, des mannequins, un bon studio et tout. Ça fait la différence. Hein. Bah surtout en e-commerce, là où les gens peuvent pas toucher le produit, pas sentir la matière et tout. En fait, la seule raison qui peut leur donner envie d'acheter, c'est les photos, quoi. C'est ce qu'ils peuvent voir. Donc, hyper important. Comment vous travaillez aujourd'hui? Vous faites des shootings régulièrement?
Il y a, je vous devance un peu, mais il y a des nouveautés tous les mois et demi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment ça se passe? J'imagine shooting à chaque fois, du coup. Ouais, exactement. Ok. Qu'est-ce que c'est le concept? Comment ça fonctionne exactement? En gros, la campagne Ulule, on l'a lancée avec un seul produit. Donc, quand même en 6 tailles, donc du XS jusqu'au double XL. Et c'était tout ce qu'on pouvait se permettre de faire parce que il y a tu as des contraintes logistiques, minimum de tissu, etc. Et ensuite, très rapidement, on s'est rendu compte qu'un produit, une boutique Shopify monoproduit, c'est un peu chaud. Et le client, en fait, il a besoin de choix, quoi. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on lance une deuxième couleur. Mais on n'a pas d'argent. Donc, comment on fait pour lancer une deuxième couleur? Donc, on a refait, en fait, des précommandes, cette fois-ci sur notre site. Et en fait, donc depuis le début, on a mis en place ce système de précommande. Et à chaque fois qu'un produit cartonnait en précommande, on comprenait en fait qu'il fallait le rentrer dans nos stocks permanents. Et en fait, à chaque fois, c'était une espèce de mini-étude de marché par l'achat, de savoir quel produit c'était important de rentrer en stock parce que il cartonne et que faut pouvoir le proposer au quotidien sur notre site. Vous maîtrisez le risque énormément. Oui, en faisant de la précommande, vous maîtrisez. C'est quelle taille il va se vendre parce que du coup on la vend avant de la produire, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, tout à fait. Vous construisez finalement votre collection d'intemporelle comme ça, de permanente, votre collection permanente comme ça, grâce au marché. En gros, dès qu'il y a un truc qui cartonne, on le prend, on le garde. Donc aujourd'hui, vous avez une collection permanente qui est tout le temps là, tout le temps dispo sur le site, tout le temps en stock. Il y a une quinzaine de produits aujourd'hui, quoi. Ok, et après, vous continuez à faire ces tests quand même. Donc vous sortez des nouveautés. Ouais, c'est ça. Donc on a commencé par le violet. 2 mois plus tard, on a fait le noir parce qu'on s'est rendu compte que le noir, c'est quand même intemporel. C'est un classique que tout le monde veut et tout. Ensuite, on a sorti un ensemble rouge. Donc là, c'était notre premier ensemble menstruel avec le bas et le haut qui était assorti. Pour être assorti même par l'intérieur, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte que ça cartonnait. Que en fait, les filles avaient envie. En plus, on a sorti un truc un peu dans l'air du temps, sans coque, sans armature, super confortable, surtout pendant les règles où les seins peuvent gonfler, être un peu douloureux et tout. Et donc, du coup, ça s'est rentré en fait dans l'identité de marque de dire OK, on va vendre des ensembles menstruels. Et en fait, au fur et à mesure, on faisait des précommandes et après, on a commencé à en faire de plus en plus, surtout avec Eva qui est rentrée en tant que designer produit. On s'est rendu compte du coup à ce moment-là, quand on avait 2-3 produits, qu'on kiffait faire de la com, on kiffait faire des shootings et on kiffait développer des nouveaux produits. Donc on s'est dit, OK, on va faire une nouvelle sortie, une nouvelle collection tous les 2 mois, tous les 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Et en plus, on a appris à voir le chiffre d'affaires le premier jour d'un lancement. Et en fait, on a dit, mais en fait, c'est dingue. On fait pratiquement un tiers de notre salle le jour du lancement parce que les gens, en fait, ont déjà le violet, ont déjà le noir, mais ils vont pas racheter 3 violets et 2 noirs. Enfin, tu vois, ils ont envie d'acheter une nouvelle couleur pour. Et donc, on s'est dit, OK, en fait, ils veulent acheter des produits, mais ils ont besoin d'une nouveauté. Et en fait, on voyait aussi le taux de repeat, donc des clients qui sont déjà clients auparavant et qui rachètent le jour d'un lancement. On arrivait à plus de 70%. C'est énorme. En taux de repeat. Vraiment énorme. Et donc, on s'est dit, OK, en fait, sortir des produits, c'est ça notre CA. Aujourd'hui, tu regardes les 100 best clientes de Malucette, tu tries sur Shopify les clientes par chiffre qu'elles ont dépensé sur la boutique. Les 100 premières, elles sont au-dessus de 1 000 € dépensés sur Malucette depuis 1 an et demi. Vous avez un panier moyen à combien? À 80-90 €. Ça fait une dizaine de produits quand même sur un an, c'est énorme. J'imagine que au lancement, du coup, quand vous aviez que les bas, que les tangas, vous aviez un panier moyen qui était quand même beaucoup plus faible. Et là, en lançant les. Toujours eu 2 produits, 2,1 quoi. Ouais, c'est ça. Ok, dans chaque panier quand même. Et quand même cet été, vous avez lancé les maillots de bain. Exactement. Grande nouveauté de cette année. Qu'est-ce que ça a donné? Bikini. On est la première marque à faire des bikinis menstruels. Alors pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, voir le bikini. Faut aller sur YouTube. Donc ça c'est le Blue Flower de cet été qu'on a sorti. On a sorti aussi un Pink Wave, donc la même forme mais en dégradé de rose, juste sublime. Et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a été bien reçu par le marché? Est-ce que c'était pareil? Il y avait une demande là-dessus? Il y a une traction énorme. On a eu le pic, tu regardes sur Shopify, le pic de trafic sur le site, en, je sais pas comment on appelle ça, en organique, était dingue, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant. Depuis le début, vous fonctionnez
cas, là, vous faites de la pub, mais vous fonctionnez majoritairement en organique quand même sur le volume de vente pendant la première année ou la première année. Non, on a fait beaucoup de pubs. Ouais. Dès le début, beaucoup de pubs, ouais. Dès le début. Ouais, en fait, on a eu la chance aussi, ça c'est aussi un peu l'attraction du projet, c'est quelque chose de nouveau, qui est un peu, tu vois, qui fait sens et tout. On a eu donc Martin qui m'a écrit un jour, on était sur le même groupe Facebook, c'était une espèce de groupe pour la com, et il me dit Hello, je vois que tu es en train de lancer ton Shopify, dis-moi si tu veux que je t'aide, moi je connais un peu et tout. Et donc, je lui dis merci, mais j'ai tout fait toute seule. Et après, un jour, il me dit trop cool pour ton Shopify. Tu sais, moi, je fais des pubs Facebook, donc si tu veux que je t'aide, je peux. Et en fait, à partir de ce jour-là, c'était janvier-février 2021. C'était au moment où on lançait, quoi. Sur le site. Sur le site e-commerce. Et en fait, c'est lui c'est grâce aux pubs Facebook et Insta qu'on a fait la plupart de notre CA. Toute la on a acquéri les premiers clients. Ah ouais. Après, par contre, on n'a pas de mal à les garder, tu vois, à racheter, avoir une LTV, faire kiffer notre mood. Tu vois, sur Insta, on est hyper. Mais c'est vrai que les pubs Facebook, Insta ont clairement contribué à notre croissance. Ok, pas que de l'organique en définitive. Ouais. Mais du coup, pour les bikinis menstruels, là, il y a eu une énorme pique en organique pour le coup. C'est un truc qui a cartonné. Et le trafic de site, ça a intrigué les gens, tu vois. J'imagine qu'il y a eu beaucoup finalement de vos clientes, vos clientes actuelles qui ont acheté en fait ce bikini pour l'été, quoi. Ça répondait à un problème qui n'était pas, encore une fois, qui était pas, personne n'y répondait sur le marché. Et t'as une partie des clientes qui rachètent toutes les collections. Je te dis là, les 100 premières qui sont au-dessus de 1 euro. Elle rachète toutes les nouvelles collections. En fait, à chaque collection capsule qu'on crée, en fait, on essaye on co-crée avec la communauté, donc on leur demande ce dont elles ont besoin, ce qu'elles ont envie pendant leurs règles, c'est quoi le produit de règles qui les rendrait les plus heureuses pendant leur cycle, qui les aiderait vraiment et tout. Donc à chaque fois, on sort cette année, on a sorti un boxer menstruel, un tanga menstruel détachable pour les filles qui ont un grand flux, par exemple, le premier jour, et qui se changent à midi au bureau. Ça leur évite de enlever le pantalon, les chaussures, les trucs. Et donc, on a vendu ça avec une petite pochette étanche. En fait, à chaque fois, on propose des produits nouveaux et qui leur servent en plus de ce qu'elles ont déjà. Qui répondent à leur usage, parce que du coup, en amont, on les a questionnés sur leur usage. Est-ce que ce tanga-là te convient bien? Qu'est-ce que tu verrais comme amélioration? En fait, vous prenez assez peu de risques finalement, parce qu'à chaque fois, vous vendez à vos clients, vos clients vous demandent des trucs, vous leur produisez, ils les achètent. Si ça correspond à vos clients, ça correspond aussi à une demande du marché. Et donc, en fait, vous construisez la marque en fonction des demandes de vos clients, quoi, finalement. Et vous avez avancé comme ça. C'est génial, comme histoire. Ça vous fait une communauté très forte, du coup, parce que vous êtes à l'écoute et... De ouf. Et avant chaque sortie de produits, on les tease à mort et on dit, OK, on ouvre la nouvelle collection demain matin à 7h, tu vois. C'est un truc de fou, on fait 3-4 000 euros dans la première heure. Parce qu'on leur dit attention, quantité limitée, on a pris que 400 mètres de tissu, il n'y aura pas plus de métrage, tu vois. Donc première heure, surtout, on aime bien faire un petit cadeau pour les faire kiffer, genre les 10 premières commandes on les double ou quelque chose comme ça, tu vois. Énorme. Du coup, ils arrivent tous à fond sur le site à 7h du matin à mettre le réveil et tout. Ah putain, c'est très marrant. Mais c'est fou parce qu'à partir de 6h30, on voit le trafic qui commence à augmenter. Elle cherche la nouvelle collection. Et en fait, après, souvent, on les a au téléphone. Par exemple, là, le bikini, on avait fait des chouchous qui étaient un petit upsell, des chouchous là, avec le même tissu que le maillot de bain, donc tu vois, un truc un peu stylé et tout. Et on avait dit, on offre des chouchous dans, je sais pas, toutes les commandes. Toute la première heure, toutes les commandes qui se passaient dans la première heure, on offre le chouchou qui va avec le. Et donc ensuite, moi, je me suis amusée à les appeler pour savoir de quelle couleur elles voulaient leur chouchou, parce qu'il y a 2 couleurs. Mais c'était aussi une excuse pour pouvoir les avoir au téléphone, comprendre un peu, avoir ces meilleures clientes-là. Les avoir. Ils se sont levés à 6h30 du matin pour avoir leur chouchou avec. Exactement. Et en plus, elles t'ont eu au téléphone. Et elles m'ont eu au téléphone et je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à 7h du mat sur ma Lucette? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, moi, je voulais mon maillot de bain. Voilà, j'ai eu mon réveil à 6h30, j'étais au lit et j'étais en train de regarder votre site. Voilà. Et dès que c'est passé 7h, hop, j'ai acheté. Ah ouais, direct. Donc là, toute conversion maximum, 15% de toute conversion sur le site. Let's go, quoi. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte
que c'est pas juste une marque qui vend de la lingerie menstruelle. C'est en fait il y a une espèce de base fan qui est puissante. Il y a un aspect communautaire hyper important sur Malucette. Ah ouais, c'est dingue. Et du coup, on le veut aussi, tu vois, on essaie d'être tranchant dans la com. Où vraiment, on fait le choix d'avoir un parti pris très tranché, tu vois. Donc du coup, soit t'adhères, et donc t'adhères mais à 100% avec nous, soit t'adhères pas du tout et tu vas chez les autres marques, tu vois. Ouais, soit des marques qui sont plus classiques et moins tranchées dans la DA. Ouais, l'idée étant pas d'avoir tout le marché, mais en tout cas une assez grosse partie pour vivre. Exactement. Vous avez amené des objets symboliques pour vous. Ouais. Vous allez pouvoir nous les présenter. Je crois qu'il y en a 2. Du coup, je te laisse commencer, Willow. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as amené qui est important pour toi comme objet? Alors là, c'est le maillot de bain qu'on a sorti en début d'été, donc 2022. Et c'est assez symbolique parce que c'est un des produits qui a le plus fait de bruit, quoi, qui a le plus fonctionné pour nous en termes de CA, mais aussi en termes de com. C'est-à-dire qu'on a quand même de la presse super connue qui a décidé de faire des articles, déjà sans nous prévenir, mais aussi sans qu'on les paye, du coup. On a eu Vogue, Elle, Les Éclaireuses, C'est qui la bosse, enfin bref, on a eu pas mal. Tu te réveilles le matin, t'as un article sur Vogue. Non, mais surtout que c'est la communauté qui nous envoie les screens en nous félicitant. Et nous, on est là, c'est quoi bon. Je découvre à l'instant T. En l'espace d'un mois, on a pris 10K sur Insta, on était à 9000, 8, 9000. On est passé à 20K en l'espace d'un mois, tout le mois de mai. Énorme. Truc de fou, quoi. Et tu nous disais tout à l'heure en off, Willow, que dans la rue, parfois, on te reconnaît. Et on dit, c'est la marque de maillots menstruels. C'est ça. C'est aussi ça, ouais. En fait, nous, on fait de la lingerie depuis le début et on va dire ça a été fondé pour... La Malucette a été fondée pour faire de la lingerie menstruelle. Et le maillot, c'était un peu un nouveau challenge pour nous. On savait pas trop si ça allait marcher. C'est un produit nouveau, etc. On savait pas trop comment notre communauté allait réagir. Et donc, déjà, on a vu que c'était hyper positif. Mais en plus, aujourd'hui, les gens dans la rue me disent « Ah oui, Malucette, la marque de maillot de bain menstruel. » Donc, en fait, il y a eu tellement de presse là-dessus que ça a switché. Enfin, beaucoup de com aussi, beaucoup de pubs Facebook. C'est un gros reach. Et donc, on a... Enfin, dans la tête de pas mal de personnes, l'identité a pratiquement switché, c'est ça. Donc, assez marrant quand même, parce que comment cette réussite, elle a... Symbolique. Ouais. C'est forcément une belle réussite et on espère voir des nouveautés du coup l'année prochaine, j'imagine. Ah bah là, vous pouvez compter sur nous. L'année prochaine. Obligatoire, l'année prochaine, dans un an, on se retrouvera ici au même endroit et on refera un retour là-dessus. Ah mais là, on bosse dessus en ce moment, justement, sur les maillots 2023. Là. On a clôturé, Ah ouais, ça va être dingue. Et ça fait une très belle transition pour parler du retail. En plus, vous savez qu'on aime innover, mais là, vous n'êtes pas prêts. Ah, il y a des... Ah oui, on se fait teaser là. Ah bah là. L'univers, ça va être ça. Faut être 10. Aïe. On n'aura pas une seule info, je pense, aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Tu disais que vous préparez 2023. C'est-à-dire que vous n'êtes plus uniquement online. On en a parlé en off. Vous travaillez sur le retail. Ouais, bah, du coup, moi, mon objet que j'ai choisi, c'est notre première boîte retail. Et je kiffe cet objet parce que déjà, dans la DA, merci à Thénaïs. Dans la DA, il représente la nouvelle identité de Malucette. Et en plus, c'est une boîte pour le retail, tu vois. Et donc, c'est une nouvelle step. Et en plus, on fait genre vraiment, il y a des grosses choses qui se préparent. On est en train de rentrer dans les décathlons. On a été démarché par le Bon Marché. Et Galeries Lafayette. Donc, du coup, on est en train de préparer des lancements en exclu chez eux. Ouais. Et, du coup, des produits uniquement disponibles dans chaque retail. Ouais, exactement. Du coup, avec le Bon Marché, on va rentrer chez eux en février prochain. Et du coup, on va faire un lancement de notre nouvelle collection été en exclu chez eux pendant une semaine. Et après, open sur le site. D'accord, ok. Du coup, on prépare tout un événement autour de ça. Ça va être très cool. Et après, du coup, Galerie. Autre qu'à Paris, parce que du coup, Bon Marché veut l'exclure sur Paris, évidemment. Donc, du coup, on va rentrer chez les autres Galeries Lafayette, mais du coup, un peu partout dans la France, notamment du coup sur les plages. On prépare pas mal de nouveautés pour l'été. Attention, ça tease fort. Ça tease. Ouais, et du coup, on prépare avec Galerie, là, on est en train de les chauffer à mort pour louer un van, prendre un van, tu vois.
Si je la lâche, ça va être très rare. On exclut. On exclut. Du coup, on va un van full rose avec écrit Galerie X Malucette. On va venir, on va mettre de la musique dedans. Ça va être un petit pop-up store, mais sur roue, et qu'on va balader sur les plages. Le concept est ouf. Avec les maillots de bain, et du coup, faire venir des influenceuses, etc. Ok, ouf. On viendra vlog. Ça va être cool, avec grand plaisir. On viendra vous voir, on fera À Bordeaux. ce petit catch-up. À Bordeaux. À Bordeaux, évidemment. Donc sur Paris, où est-ce qu'on peut acheter Malucette du coup Aujourd'hui, là, nulle part. Nulle part, ouais. En février, au bon marché. ok. Pas de Décathlon sur Paris non plus. Pas de Décathlon sur Paris. Du coup, il y a une partie de nos produits qui sont vraiment les intemporels, les tangas menstruels, qui vont être distribués du coup dans plusieurs Décathlons dans toute la France. L'idée, c'est de rentrer dans tous, quoi. Il y a des Décathlons qui ont des problèmes de taille, etc. Donc, du coup, ils peuvent pas rentrer notre marque partout. Mais l'idée, en fait, c'est... on est vachement demandé par nos clientes dans leur boutique, sur place, dans leur ville, tu vois. Du coup, on s'est dit, c'est quoi le meilleur réseau de distribution pour être présent, pour avoir un point dans chaque ville. Et quand Décathlon est venu nous voir, elle nous a dit, on aimerait vous référencer dans un de nos Décathlons en test. On s'est dit, vas-y, mais en fait, les Décathlons, ça paraît cohérent, tu vois. Notre communauté est sportive, on a des produits qui conviennent très bien aux sportifs, tu vois. Surtout qu'ils sont invisibles sous les leggings. Exactement. Et tout. En fait, on s'en est pas rendu compte au début. On s'en est rendu compte que pratiquement 2 mois avant que Décathlon nous démarche, mais on a une communauté sportive incroyable, énorme. Et on s'en est rendu compte, en fait, grâce aux stories des filles sur Instagram. Au bout d'un moment, on se disait, mais attends, il y a plein de filles qui font le marathon, là. Il y a une qui fait le marathon, l'autre qui fait du pole dance, l'autre qui fait de l'équitation. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, on voyait les stories, on se disait, mais attends, statistiquement, il y a quand même plein de sportives. Et parce que, en fait, nous, on a plein de données sur les clientes. On a, tu sais, leur âge, leur adresse, le nombre de fois où elles commandent, mais on n'a pas si elles sont sportives ou pas. Mettre une petite cage à cocher. Est-ce que vous êtes sportive? Un petit peu par semaine. Mais en fait, quand on a fait ce constat-là, on a préparé une campagne sport qui était juste avant l'été, et au même moment, Décathlon nous démarche. Donc en fait, tout était assez aligné. Ah ouais, tout était aligné, ouais. Okay. Donc Décathlon, ça se fait. C'est en cours là. Là, on est live déjà dans un Décathlon. On était en test pendant 1 mois chez eux, il y a 2 mois. Donc du coup, on a eu du super retour. Ils sont super contents. Donc du coup, moi, avec ces stats-là, j'ai pris une photo sur place, les stats, et du coup, maintenant, je démarche les autres Décathlons. Je leur dis, écoutez, regardez, ça marche bien chez eux. Est-ce que vous voulez qu'on vienne installer chez vous? C'est comme ça. Incroyable. Incroyable cette histoire. Donc dans 1 an, on fait le point sur le retail. Ouais, exactement. On fait le point sur le retail, on voit comment cette stratégie elle donne. Tournant, là. Évidemment, on vous attend au tournant. On vous attend au tournant là-dessus, mais incroyable comme histoire, incroyable. Mais Décathlon, du coup, ne te fait pas l'intro sur les autres magasins. C'est chaque magasin que tu dois aller toi démarcher. Tu as 2 manières de rentrer à Décathlon. Soit tu rentres à la centrale, et donc là, tu es dans leur shop interne. Les magasins viennent regarder ce qu'il y a et prennent ce qu'ils veulent. Ou soit tu rentres en direct avec les Décathlons sur place, parce que c'est des sociétés indépendantes. C'est pas sous forme de franchise, mais c'est vraiment des sociétés. T'as la holding Décathlon et dessous t'as tout plein de sociétés qui sont les magasins dans les villes, quoi. Et du coup, moi je les démarche un à un. Donc du coup, j'ai pris je peux dévoiler mes techniques pour technique de gros hacking. Exactement. Donc du coup, les mails de Décathlon sont faits d'une certaine manière. T'as prénom.nom@decathlon.com, et du coup l'idée c'est de trouver tous les te détester. Trouver les noms et prénoms. Je vous laisse vous débrouiller, c'est très simple. Sur LinkedIn. Trouver les noms et prénoms de tous les comment on appelle ça, leaders de Décathlon. Ils appellent ça les leaders, c'est les patrons de chaque Décathlon. Et du coup, j'ai envoyé un mail à toutes ces personnes-là en disant un mail très simple, 3 lignes. Bonjour, il y a une belle traction dans ce magasin-là, une photo du stand. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Et très bon retour pour l'instant. Très bon retour. Donc du coup, bonjour, on est intéressé. Le deuxième mail, je mets un peu plus d'informations, etc. Un peu de teasing en fait. Ouais, c'est ça. Un petit teasing. Et si vous voulez, et donc du coup, je venais d'une recommandation d'un leader de Décathlon là où on a fait le test, tu vois. Du coup, c'est vraiment porte ouverte, quoi. Porte ouverte. Tu dis appelez un tel au machin si vous voulez. Le mec va te haïr, mais mais pour l'instant, pour lui. C'est ça. En tout cas, ça marche très bien. Le mail convertit bien, quoi. Incroyable. Je pense qu'on va devoir terminer le podcast. On arrive sur la fin. Mots. Ce que je propose, c'est qu'on fasse le point dans 1 an pour voir un peu la croissance du e-com et du retail.
Et voir si on voit ce petit van en collab sur Bordeaux. Alors promis, si on voit le van, on vient, on vlog et on rajoute un catch-up intermédiaire. Ok, on fait comme ça. À Bordeaux, vas-y, je fais une collab avec Galerie de Bordeaux. Allez, très chaud. Parfait. On fait comme ça. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Willow. Merci à vous. Ouais. C'est trop cool.